Merci Dominique, merci de cet accueil. Je dois dire aussi que c'est une émotion particulière, Dominique, après avoir partagé tant de temps ensemble, que tu m'aies appris tant de choses pour orienter nos jeunes collègues chirurgiens de toute discipline vers la recherche à travers le master. Je te suis reconnaissant aujourd'hui de ton invitation. Je te suis également reconnaissant et redevable de tout ce que tu m'as appris pendant ce temps et cet autre compagnonnage. La séance d'aujourd'hui est donc une séance sur l'aorte, et puisqu'il s'agit d'une séance interventionnelle, bien entendu, sur les traitements endovasculaires, nous avons essayé de réunir des thématiques qui rendent compte du bouleversement que l'approche, la voie d'abord endovasculaire a provoqué dans le traitement des pathologies aortiques, excusez-moi. Alors justement, dans ce court propos introductif, je vais me focaliser sur l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale parce que c'est probablement le carrefour de toutes les réflexions de la réunion des cliniciens, de la réunion des scientifiques méthodologistes, de la réunion de nos collègues d'imagerie, de la réunion des industriels aussi. Et ce grand travail d'imagination a débouché, à mon avis, et c'est ce que nous allons proposer cet après-midi, un grand bouleversement de pratiques professionnelles. Alors, prévenir la rupture de l'aorte, si on regarde un peu les choses, c'est une vue un peu personnelle, mais ça veut dire pouvoir un jour faire un dépistage des anévrismes. On sait, c'est efficace, ce diagramme le montre, quand on invite des patients à être dépistés dans une population cible d'hommes de plus de 65 ans, éventuellement fumeurs, on sait qu'on diminue la mortalité imputable à la rupture d'anévrisme, simplement, ou à l'anévrisme lui-même. Simplement, la majorité des lésions qu'on découvre sont des anévrismes de petit diamètre, infrachirurgicaux, pour lesquels on n'a pas de traitement. Donc, tout l'enjeu global du développement des thérapeutiques pour cette pathologie, c'est de pouvoir un jour atteindre ces anévrismes de petit diamètre, dont l'histoire naturelle finalement n'est pas si mauvaise, mais pour lesquels les traitements, et la chirurgie ouverte en particulier, a une morbimortalité qui fait que en deçà de 50 ou 55 mm selon les pays, eh bien, il n'est pas licite de proposer en général un traitement instrumental. Ce qu'a promis le traitement, l'approche, la voie d'abord endovasculaire, c'est d'être mini-invasive et ce faisant, de diminuer la mortalité imputable au traitement. C'est le cahier des charges, mini-invasif, donc moins de mortalité immédiate. Il faut néanmoins que ce soit aussi durable que la chirurgie, afin justement de répondre à ce problème de santé publique et de pouvoir faire des dépistages en ayant des traitements pour les petits anévrismes. Il y a deux hommes qui résument finalement toute l'histoire du traitement des anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale. C'est d'une part, je ne présente pas M. Dubost, qui a été à l'origine du premier traitement instrumental d'exérèse à l'époque d'un anévrisme de l'aorte sous-rénale, et puis un Ukrainien formidable, M. Volodos, qui a le premier, chez un patient en 1986, vous voyez, pas tellement longtemps après, effectué la première soustraction d'un anévrisme à la contrainte hémodynamique par l'introduction dans la lumière de l'aorte d'un stent couvert avec un textile pour que la pression sanguine s'exerce non pas sur la paroi mais sur ce textile à l'intérieur. C'est une sorte de gainage endo-aortique qui permet donc de soustraire la paroi fragilisée à la pression et le patient à la rupture. La promesse a été d'emblée énorme et les toutes premières études, je ne les détaille pas là, parce que je ne veux pas déflorer la suite de ce qui vous sera présenté, mais les deux premières études randomisées comparant chirurgie ouverte et endovasculaire ont montré une division par 3 de la mortalité agitante, et on a commencé à opérer les patients sous anesthésie locale, on s'interroge de le faire sous ambulatoire, on le fait parfois. C'est dire que d'emblée la promesse a été absolument énorme. Et puis il y a eu le moyen et le long terme, et là est apparue la complexité. En effet,
le temps passant, eh bien, on s'est aperçu qu'il fallait des réinterventions pour maintenir l'exclusion endovasculaire de l'anévrisme. Vous voyez en bleu, en haut, les réinterventions par chirurgie ouverte, elles sont marginales, mais vous voyez que malheureusement, dans la courbe rouge, s'infléchit rapidement et de manière assez constante, et elle correspond aux patients qui doivent être réopérés après une procédure endovasculaire initiale, à nouveau, pour maintenir l'exclusion endovasculaire. Alors, j'aime beaucoup cette photographie d'un cavalier de la guerre de 14, parce qu'elle schématise, à mon sens, ce qu'est une transition et ce que sont les difficultés d'une transition. Vous voyez, la guerre de 14, c'est l'âge de la chimie, avec les gaz. C'est presque, mais pas tout à fait encore, l'âge de la mécanique. Donc il y a des évolutions technologiques en marche. Et puis on progresse, mais on progresse de manière asymétrique. Vous voyez que ce cavalier, il a compris ce qu'est un gaz de combat, mais il n'a pas compris que son cheval, eh ben, il sera exposé au gaz de combat comme lui. Donc il est dans une situation d'asymétrie, et il faudra l'arrivée du blindage, l'arrivée de la machine pour complètement achever cette révolution guerrière. Et vous voyez à droite que finalement, probablement, le traitement endovasculaire est un peu comme ce cavalier, une étape indispensable, mais une étape intermédiaire. Si on essaie de réfléchir à ce qu'est une chirurgie ouverte et à ce qu'est un traitement endovasculaire d'un anévrisme, je pense qu'on peut schématiser les choses de la manière suivante. Dans la chirurgie, maintenant de mise à plat greffe, eh bien, l'anévrisme lui-même n'a aucune influence sur le devenir du patient, sur l'efficacité du traitement. L'anévrisme, sa paroi, est complètement mise hors jeu, je dirais hors circuit, au sens véritable du terme. Et donc le destin du patient est complètement déconnecté du destin de la paroi anévrismale. Dans le traitement endovasculaire, pour des raisons de mini-invasivité, il n'en est pas ainsi. On laisse en place le vivant, on laisse en place la pathologie, on laisse en place la maladie. Et à terme, finalement, et je pense que nous verrons dans les exposés, l'enjeu, c'est effectivement maîtriser la pathologie qu'on laisse en place, maîtriser l'évolutivité du vivant qui entoure l'inerte, et maîtriser ce système vivant qui, à terme, de par ses évolutions, met en échec l'efficacité de la prothèse inerte. Et maîtriser le devenir de la paroi est probablement dans le moyen terme le complément de ce soldat sur son cheval, le complément qui permettra d'achever la révolution technologique qui est en marche. Alors, je pense que cela nous a déjà permis et va nous permettre de nous focaliser sur ce qu'est la maladie anévrismale, ce que sont les déterminants de sa biologie. Je vais en donner deux exemples, qui sont des exemples qui sont tirés de l'extraordinaire temps que nous avons passé avec Jean-Pierre Beckma à Créteil. Dans cet effort de recherche clinique, mais aussi de recherche préclinique et en amont, deux exemples. Le premier, c'est comprendre que, au-delà de la fragilité de l'aorte, eh bien, ces patients ont une fragilité d'autres tissus, de la paroi abdominale en particulier. C'est-à-dire, si vous comparez ce qu'est une paroi aortique et une paroi abdominale, eh bien, vous comprenez que les deux sont des tissus qui sont soumis à des expansions cycliques, excusez-moi, l'une aorte lors du cycle cardiaque, l'autre abdominale lors du cycle respiratoire. Eh bien, la prévalence des éventrations post-opératoires quand on fait une laparotomie xiphopubienne pour un anévrisme est 3 à 4 fois ce qu'elle est pour une même incision pour une maladie occlusive. Et nous avons récolté des fibroblastes de la ligne blanche chez ces patients. Nous avons trouvé qu'ils ont des comportements différents à l'égard de la cicatrisation, qu'ils expriment 40 gènes, seulement 40 gènes sur 28 000 de manière différente. Donc il y a chez ces patients quelque chose de très général qui est dans la capacité des tissus à supporter les stress cycliques que supporte l'aorte et accessoirement, si on peut dire, la paroi abdominale. C'est probablement une piste
de compréhension et une manière de réfléchir à ce que l'on peut faire sur cette paroi anévrismale que l'on laisse en place autour de l'endoprothèse. La deuxième chose, un deuxième exemple, c'est que cette paroi ne reste pas figée, ne reste pas inerte, ne reste pas une structure, comme je l'ai dit, sans devenir. On a vu chez quelques patients, alors les phénomènes les plus évidents sont rares, mais peut-être existe-t-il de manière beaucoup plus vaste. On observe par exemple une angiogénèse extrêmement fleurie dans la paroi de certains patients après exclusion endovasculaire, et chez certains patients, l'évidence, cette angiogénèse est source d'une réalimentation de l'espace entre l'endoprothèse et la paroi et d'une expansion des anévrismes. Donc ce sont, vous voyez ici, l'aspect léopard après dissection de cette paroi envahit de microvaisseaux et à droite, ces microvaisseaux eux-mêmes en microscopie. Donc il faut revenir sur cette compréhension de ce que nous faisons. Après tout, qu'est-ce que veut dire être mini-invasif dans cette circonstance? Et ce que nous proposons, c'est que l'endovasculaire a profondément modifié les pratiques professionnelles et de manière irrémédiable dans le domaine du traitement de l'aorte, peut-être aussi de manière plus générale dans la chirurgie vasculaire. Je sais qu'il y a d'autres révolutions qui sont apparues dans d'autres domaines de la chirurgie, bien sûr. D'abord, le contrat avec le patient est un contrat à vie parce qu'on laisse la lésion en place. Donc il ne suffit pas de mettre en place une endoprothèse, il faut suivre le destin de ce patient. La recherche est un travail coopératif de cliniciens, d'ingénieurs et de biologistes, et nous aurons à cet égard un exposé. Nous avons besoin de preuves pour progresser dans un domaine évolutif. C'est aussi ce que nous ont montré ces dernières décennies, l'apport de l'évaluation de ce que l'on fait, l'évaluation clinique, qui est source de recommandations et source de bien-traitance des patients. L'imagerie. L'imagerie s'est imposée comme un outil avant, pendant et après l'intervention. Nous avons aussi pour cela un exposé tout à fait passionnant. Et puis il y a quelque chose de formidable, c'est que ces élans, dans certaines directions, suscitent d'autres élans, et loin d'opposer la chirurgie ouverte aux abords endovasculaires, il est clair que l'ensemble de cette aventure a fait prendre du recul, a fait réfléchir la chirurgie d'une manière générale, puisqu'après tout, l'endovasculaire est d'abord une voie d'abord. Nous avons pensé qu'il était important de discuter ce qu'est une voie d'abord en chirurgie, particulièrement pour l'aorte. Et puis, l'amélioration des performances des chirurgies complexes de l'aorte, c'est aussi un enjeu extrêmement important parce que, à l'évidence, il y a un progrès parallèle, une sorte de compétition, mais prenons-le pour un progrès, une stimulation parallèle entre le cathéter et le bistouri, et c'est l'objet de cette séance ensemble. Merci de votre attention. Merci beaucoup Eric, c'est un très bel exposé introductif qui replace bien un peu dans ce contexte. Est-ce que vous avez des questions à poser à Eric Haller? Félicitations pour ce topo. Ce qui laisse perplexe, c'est le fait que depuis une trentaine d'années maintenant, tu l'as montré, Volodos 186, et une trentaine d'années plus tard, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup progressé sur l'aspect médicamenteux, traitement médical des anévrismes aortiques, alors que dans d'autres disciplines, l'oncologie, etc., il y a des progrès énormes. Nous, on en reste encore à un anévrisme dans lequel on met une endoprothèse. 20 ans plus tard, l'endoprothèse pose toujours d'ailleurs les mêmes problèmes. Et tous les travaux de recherche qu'on a vu cités, évoluer dans le temps, finalement, n'ont jamais abouti concrètement sur un traitement médical efficace. Est-ce que tu as une réponse à ça? Alors, oui, nous avons lancé une étude française, multicentrique, d'un traitement médicamenteux des anévrismes après les travaux que nous avons faits dans l'unité de recherche, qui est basée sur l'induction d'une cicatrisation de la paroi, effectivement, c'est-à-dire contrer l'atrophie de la paroi. Pas en discuter aujourd'hui, mais tu as tout à fait raison, et je pense que derrière ta question,
il y a la conjugaison possible des traitements endovasculaires, voire chirurgicaux, et de manipulation pharmacologique ou biologique, ou de bio-ingénierie sur la paroi anéryssale. Et c'est très certainement un point d'ouverture pour le futur. Et juste un commentaire. Quand on envisage la question des anévrismes, notamment les anévrismes d'aorte choanale, on parle toujours de la paroi et jamais de la contre-pression, c'est-à-dire du courant sanguin. Moi, quand je vois votre image, je suis très frappé par la scoliose de l'aorte. Alors, elle est certainement due à une faiblesse de la paroi, mais elle est certainement due aussi à des mouvements laminaires qui ne sont pas forcément bien étudiés et qui, physiologiquement, devraient être étudiés pour, en amont d'une telle séance, à mon point de vue, pour situer exactement la place relative de l'endoprothèse. C'est un immense sujet. Alors, la scoliose de l'aorte, j'aime beaucoup ce terme. La scoliose de l'aorte est due au fait qu'en même temps que, après la dégradation de la matrice extracellulaire, le diamètre augmente, eh bien, la longueur augmente. Ça, on l'a bien montré chez l'animal dans un petit papier, dans lequel il est assez facile de le faire sur un modèle expérimental. Donc, il y a effectivement cet allongement qui correspond, qui est une des conséquences structurelles, géométriques, de la dégradation de ce qui fait la solidité de la paroi, c'est-à-dire le collagène, les grandes molécules de collagène laminaire et l'élastine. En ce qui concerne le flux longitudinal, enfin l'aspect longitudinal du flux, vous avez tout à fait raison. C'est très probablement quelque chose d'assez peu étudié. J'en citerai deux volets. Le premier, c'est que on sait que les flux turbulents, par opposition au flux laminaire, activent la coagulation. Et on sait que l'activation de la coagulation de manière locale au contact de la paroi libère des éléments de protéolyse. Une cascade d'événements très complexes qui participent à la dégradation de la paroi. Donc ça, c'est un des volets de ce flux laminaire qui devient turbulent. Le second, c'est qu'un groupe d'ingénieurs de Lausanne a développé un concept finalement qui utilise tout à fait ce que vous dites, qui est de susciter la formation de caillots dans un maillage extrêmement serré et multicouche disposé de manière endovasculaire le long de l'aorte. Bon, il se trouve que les essais cliniques ne sont pas concluants, ça ne condamne pas forcément la réflexion sur ce point, mais vous avez tout à fait raison. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que d'une manière générale, eh bien, dans ce domaine qui attire peu de recherche d'amont, finalement, en dehors de l'industrie, eh bien, il y a encore beaucoup de domaines qui n'ont pas été défrichés du tout. Par exemple, nous nous sommes intéressés à la cicatrisation, je crois que nous sommes les seuls au monde à l'avoir fait par opposition au processus de dégradation. Comment induire la cicatrisation? Il y aura sûrement d'autres idées, et j'espère extrêmement fructueuses. J'avais une petite question. J'ai eu à expertiser à différentes reprises des travaux montrant que l'infection bucco-dentaire pouvait avoir un rôle important dans l'évolutivité des anévrismes de l'aorte. Donc c'était un moyen de prévenir une mauvaise évolution, était simplement de bien traiter les dents. Où est-ce que ça en est? C'est une aventure formidable qui est partie, je crois, au Japon, qui a rebondi à Bichat avec Jean-Baptiste Michel de manière tout à fait brillante. En gros, pour schématiser, quand on prend un germe qui s'appelle Porphyromonas gingivalis, qui est un germe des parodontopathie, et qu'on l'injecte à des rats qui ont un petit anévrisme, eh bien, le petit anévrisme devient très... L'idée, c'est que ce germe-là a peut-être un tropisme particulier pour la paroi, et peut-être effectivement le traitement des parodontopathie serait un moyen de limiter la prévalence de la maladie. Alors, les facteurs de risque, c'est le tabac, par exemple, donc, des deux. On voit très bien le lien. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas d'études épidémiologiques vraiment sérieuses qui ont été entreprises sur ça, mais Jean-Baptiste Michel a mis le doigt sur un mécanisme extrêmement important. Et puis il y a une grande thématique infection et anévrisme. À une époque, on a trouvé plein de génomes de CLV. Quand on a fait des PCR, le problème c'est que c'est juste parce qu'il y a plein de lymphocytes. Ça ne veut pas dire que parce qu'on trouve des CLV dans les lymphocytes sont responsables de la pathologie.
Je ne parle pas des anévrismes mycotiques, bien sûr, qui sont un autre chapitre, mais simplement de l'athérosclérose. Donc tout ça est quelque chose qui permet d'entrevoir qu'on a vraiment besoin d'une médecine, que nous disions, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, que la chirurgie est le prolongement de la médecine, Jean-Marc, comme la guerre de la diplomatie. Nous avons besoin d'une médecine de la maladie anévrismale parce qu'elle dépasse très largement l'aorte. Pas d'autres questions? Eric, merci beaucoup. Merci. Très bel exposé introductif.